Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes au Sénat, le 17 décembre 2025, la dernière séance de questions d'actualité au gouvernement que nous on suivra sur la chaîne pour l'année 2025, on reviendra en 2026. Mais voilà, après on se prendra une petite pause pour les fêtes de fin d'année, donc c'est la dernière occasion. J'ai envie de dire, faisons péter le champagne pour ça. Ah, le champagne est ouvert. Alors Gérard, petite coupe de champagne, Gérard? En tout cas, j'espère que toi tu vas bien et que tu apprécies toujours autant ce format. Voilà, et on rappelle que c'est un petit peu la mascotte de la chaîne. La séance est ouverte. Il paraît. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au Qu'est-ce gouvernement. qu'il va le dire? Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Saskil, abonnez-vous. Attentif au respect de valeurs qui sont essentielles. Un jour, il le respect dira. des uns et des autres, mais aussi, plus prosaïquement, le respect du temps de parole. Et le respect Je du donne streamer. immédiatement la parole à notre collègue Pierre Médevielle pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. On commence par les indépendants du Sénat. Ah, faut que je Merci, prépare le chrono. Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout a été dit ou presque sur la dermatose Annie nodulaire Genevard. contagieuse, un fox et un tox. Pourtant, il demeure que la DNC est une des maladies les plus graves en santé animale. La situation est explosive sur le terrain. Nos éleveurs du Sud-Ouest et maintenant tous leurs collègues sont sur le pied de guerre. Les mesures sanitaires sont très difficiles à accepter. L'épizootie qui a repris en Ariège et en Haute-Garonne s'étend maintenant aux départements voisins. Oh là là. Nous avons été pris de vitesse par le virus et faute d'une communication et d'une pédagogie suffisante, nous avons perdu la bataille des médias. Aujourd'hui, tout le monde s'insurge contre les abattages avec des prétextes plus ou moins farfelus. Le dépeuplement complet d'un troupeau est un choc terrible pour les éleveurs. Madame la Ministre, vous n'êtes pas sans savoir que les revendications aujourd'hui dépassent désormais la seule problématique de l'abattage des bovins. Madame la Ministre, ne pensez-vous pas que la communication de votre ministère a été insuffisante? Face à cette situation que nous ne maîtrisez plus, comment comptez-vous reprendre la main? Bah, c'est pas un problème de communication, c'est un problème de vaccination. De l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la souveraineté alimentaire, Madame Annie Genevard. Et le fait qu'on demande d'abattre Merci, des cheptels qui sont vaccinés. Monsieur en le plus. sénateur, merci pour votre Ça rend question fou, ça. qui fait hélas l'actualité depuis quelques jours. Alors je voudrais vous dire que le gouvernement, hier, à l'initiative du Premier ministre et de moi-même, avons tenu 2 réunions de crise exceptionnelles parce que nous sommes à un moment stratégique où il importe de déployer massivement en priorité nationale la vaccination, car le meilleur rempart. Vous êtes vétérinaire, je crois, monsieur le sénateur? Non? Alors il y a quelqu'un Non, c'est Gérard Larcher qui est va me poser une vétérinaire. question qu'il est. Donc voilà, une vaccination massive. Il est derrière vous. Bah voilà, exactement. Exactement. Bah oui, c'est vrai, hein. Voilà. Une vaccination. Alors, Monsieur le Président du Sénat... Ça, je c'est parle, Gérard Larcher qui essaye de sauver Annie à votre Genevard oreille attentive, d'un je suis grand moment de attentive. malaise. Monsieur le sénateur, donc cette vaccination massive, rapide, coordonnée, départementalisée, à la main d'un préfet qui sera chargé de déployer les vaccins, nous les avons en nombre. Nous aurons 900 000 vaccins pour vacciner 750 000 bovins. Et prenons le cas de l'Ariège. J'ai demandé que les 1000 exploitations de l'Ariège soient vaccinées avant la fin du mois de décembre. Et il en sera dans la reste 13 rapidité jours. de même pour l'ensemble des départements qui sont concernés par la zone vaccinale et la zone réglementée. Par ailleurs, nous avons mobilisé une force vétérinaire puissante, augmenter des vétérinaires retraités, libéraux, vétérinaires d'État, vétérinaires de l'armée, pour qu'il y ait des vaccins, mais il y ait aussi des bras pour conduire cette politique de vaccination. Des contrôles renforcés, parce que ce qui propage la maladie, ce n'est pas
le manque Je ne connais pas les d'information, qualités de Gérard monsieur Larcher le en tant que sénateur, parce vétérinaire, comme ça va l'information, nous l'avons faire fait 50 ans qu'il n'a pas exercé massivement. son métier. Mais Non, 30 ans. c'est Allez, 30 ans. l'absence de discipline individuelle et collective. Chacun doit respecter les consignes de limitation de mouvement. Bon, entre 30 et, puis 50 enfin, ans. une aide. Une aide pour les petits élevages, pour les petits éleveurs qui sont fragilisés par Je sais cette pas crise s'il quand ferait ils mieux. sont dans la zone réglementée. Nous déploierons des allègements de charges sociales, des allègements de charges fiscales et un fonds de soutien de plus de 10 millions d'euros pour ne laisser personne sur le bord du chemin de cette terrible crise sanitaire que nous vaincrons, j'en suis persuadée, comme nous avons su vaincre dans le passé toutes les grandes épisodies qu'a connues le monde de l'élevage et dont il s'est toujours relevé avec Par courage. contre, le chrono. Sachez-le, monsieur le Faut conclure. sénateur. Oui, Gérard, faudrait peut-être se réveiller. Complètement, prioritairement, Putain, vivement que je devienne mobilisés président du Sénat. pour vaincre, pour Mais- vraiment que ce virus Mais- recule et que nous puissions l'éradiquer, car c'est là l'objectif, l'éradication. Monsieur Medviel. 2 minutes Madame 55. la ministre, mais les éleveurs touchés et ceux qui vont l'être ont certes besoin d'attention, de compassion. C'est 2 minutes, Que le des temps de mesures parole. fiscales et financières comme celle que vous venez d'annoncer, je vous en remercie en leur nom. Annie Genevard, à Mais chaque ce fois, qu'ils elle veulent explose surtout, les je records. pense, c'est parler Ouais, elle s'est pris d'avenir. pour le cornu. Et à Pour cette chaque fois, raison, c'est Annie Genevard nous qui avons invité à explose les revenir chronos. en Occitanie À chaque pour fois. dialoguer avec eux, pour évoquer ces lendemains qui s'annoncent si difficiles. Je pense que la crise n'a pas été prise dans sa dimension humaine et c'est regrettable. Ce qui a entraîné quelques débordements. Nous devons aujourd'hui aider les éleveurs à franchir ce cap qui est très compliqué pour eux. Ils ont besoin de clarté, d'appui, bien sûr, d'attention, d'un accompagnement de tous les instants. C'est ce qu'ils attendent de nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir, Madame la Ministre. Pour ça, il aurait peut-être fallu s'y prendre avant. La parole Comme est à Madame la d'habitude, Présidente c'est Maryse réparer les Carrère pots pour le cassés. groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Ah oui, j'ai raté. Merci, donc c'est Monsieur le c'est Président. Sébastien Ma Lecornu question qui va s'adresse à répondre. Monsieur le Premier ministre. Bah oui. Une fois encore, le monde agricole est au cœur d'une crise très profonde. C'est la présidente L'Occitanie est du groupe l'épicentre d'un des vaste mouvement sociodémocrates, de colère. L'Ariège, Raphaël Haute-Garonne, Glucksmann. Haute-Pyrénées et bien d'autres départements sont concernés par la DNC. Des éleveurs crient leur détresse. Une crise sanitaire avec en toile de fond le Mercosur. Tous les pouvoirs publics mettent en avant le principe de souveraineté alimentaire. Faut-il rappeler que ce n'est pas juste un concept? Sans exploitants, pas d'agriculture, pas de produits agricoles et donc plus de souveraineté alimentaire. Alors je le dis Non, parce avec qu'il y a un groupe gravité, macroniste au répondre Sénat. dans l'urgence ne peut pas être une stratégie durable. Attendre que les agriculteurs soient aux abois pour voler à leur secours n'est plus possible. Laisser des exploitations disparaître, importer des exclamation produits groupe agricoles Sénat pour obtenir la labellisés composition moins du 10 Sénat. ans, jusqu'à déséquilibrer notre balance commerciale agroalimentaire, ce n'est plus entendable. Apprendre le suicide d'un exploitant parce qu'il est dans l'impasse morale et financière, c'est intolérable. Et laisser les vétérinaires en première ligne au milieu Si je l'ai d'une crise compris, aussi je forte, la trouve en hilarante. charge Je suis mort de émotionnelle, rire. ce n'est pas tenable. La crise de la DNC démontre la faiblesse des signaux Je suis mort de d'alerte, rire. d'un véritable échec de la gestion de crise. Faute d'anticipation, l'abattage systématique tombe comme un couperet et on voit le résultat, des barrages et une révolte contagieuse. En amont, un travail doit être fait, un travail qui mêle la recherche pour des alternatives à l'abattage total d'un cheptel, une écoute des exploitants à l'échelle la plus fine possible ou encore une expérimentation territoriale de nouveaux protocoles. Monsieur le Premier ministre, quelle est la réponse du gouvernement à cette nécessité de nous armer pour l'anticipation et la gestion des crises en amont, des crises que nous ne manquerons pas de connaître encore et encore. Monsieur le Premier ministre, face à l'ampleur de cette crise, c'est à vous de porter un message fort aux éleveurs. Je vous remercie. Pour vous répondre, Et c'est la donc parole est à Sébastien Monsieur Lecornu le qui va Premier ministre. répondre. Vous avez la parole. Je l'espère au moins d'un Merci, quart d'heure Monsieur parce le que c'est le Président chrono du Sénat, maximum mesdames que et je lui messieurs autorise. Les sénateurs, Madame. Mais par contre, la question était complète pour le coup. Là Carrère, où les indépendants, il y avait commencer certains par la aspects fin qui de avaient votre été question. négligés. Comment au mieux préparer les crises de demain? Déjà, je le dis et je sais le consensus ici au Sénat sur ce sujet, mais on voit bien que ça va être un combat politique, intellectuel et culturel. J'ai qu'un quart d'heure C'est la sur mon foi dans la chrono, je ne peux science pas aller plus loin. et dans les scientifiques. Parce qu'on le voit bien que le réchauffement climatique va conduire à ce qu'un certain nombre de pathologies nouvelles existent,
pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux, quels qu'ils soient, élevage, parfois même de compagnie, et sur lequel la place centrale de la recherche, de la science, va devoir aussi être reconsacrée dans les temps qui viendront. Ceci étant dit, votre question me permet de faire un point dans la continuité de ce que la ministre Genevard vient de vous indiquer sur les politiques que l'État, le gouvernement sont en train de déployer à l'échelle de l'Occitanie, du sud-ouest de manière plus globale, soit dans les zones Parce dans qu'il ne faut pas lesquelles, se voiler la face. évidemment, il y a eu des foyers, Ah d'accord. mais aussi dans les zones dans lesquelles il n'y en a pas eu précisément pour créer un corridor sanitaire et être en situation de protection de l'élevage français, de leur bétail et donc évidemment aussi de nos éleveurs. La priorité, ça a été dit par la ministre, c'est la vaccination. Les doses, elles sont commandées, elles sont là, 500 000 plus 400 000, défi logistique important. Je tiens à remercier les armées françaises puisqu'elles concourent largement par voie aérienne militaire, par voie terrestre, à l'acheminement, au conditionnement et au fait que ces doses soient disponibles au plus près justement des différents élevages. Il y a déjà beaucoup de doses qui sont disponibles dans les différents départements et dès demain, un réassort important va permettre de monter en puissance de manière tout à fait significative. L'autre défi avec les doses, ce sont évidemment les bras. Et je tiens à le dire, puisque le président du Sénat nous a rappelé qu'il était derrière nous, je tiens à ce qu'on soit tous derrière nos vétérinaires qui subissent des menaces qui sont absolument inacceptables et que l'on ne peut pas accepter. Il n'y a pas de gestion d'une épizootie sans faire confiance à la science, disais-je, mais à cette profession qui est en train de se mobiliser de manière admirable et remarquable, là où ils sont, mais aussi effectivement, Monsieur le Président, les vétérinaires retraités, les jeunes élèves vétérinaires dans leurs écoles, les vétérinaires des armées. Et donc demain, vous aurez les premières mobilisations, 20 militaires vont se déployer sur la zone et 347 vétérinaires issus des corps de sapeurs-pompiers pour que l'on ait véritablement 8 autres vice-présidents pour assurer l'intérim. À la main des préfets en lien avec les présidents de chambre d'agriculture, avec parce qu'au Sénat, il y a 8 avec vice-présidents. l'ensemble des représentations syndicales qui permet globalement d'avoir du sur-mesure en quelque sorte et de ne manquer de rien. Et la montée en puissance va évidemment se poursuivre conformément aux instructions que nous avons données jusqu'à la fin du week-end. Non, pas un par groupe, mais les Républicains en ont 3. Que la vaccination des 1000 mais il y en a 8, c'est dans les de l'Ariège d'ici au 31 8 décembre vice-présidents, de cette 3 année questeurs est et 16 absolument secrétaires. clé. Et nous y répondrons évidemment. Et le préfet coordinateur qui a été nommé va organiser tout cela. L'autre enjeu, mesdames et messieurs les sénateurs, je rentre dans le détail, mais je sais que ces questions comptent pour vous toutes et vous tous, c'est de veiller à ce qu'aux interdictions de transport de bétail soient respectées. Si on a une propagation du virus, c'est bel et bien que malheureusement, des interdictions ont été contournées par un certain nombre d'acteurs. Et donc il ne s'agit pas de montrer les uns ou les autres du doigt, mais enfin il faut quand même appeler tout le monde à la responsabilité. On ne peut pas d'un côté avoir des éleveurs qui respectent les règles et subir plus que des désagréments, des drames, parce qu'une minorité, une infime minorité, n'a envie de n'accepter, de n'appliquer aucune de ces règles, et donc là aussi des instructions. C'est une blague sur les sénatoriales qui approchent. L'enjeu maintenant, Madame la Présidente, pour aller dans la suite de votre question et de votre invitation. Pour moi, ça pourrait même être pire que ça. Cette gestion de crise et à répondre aux attentes du terrain. Il va y avoir une urgence, c'est la question des effets de la vaccination. Et notamment, dans certaines régions, départements, certains élevages, les effets économiques de cette vaccination et notamment sur les effets à l'export. Ça pourrait faire mal. On compare beaucoup avec ce qui a pu se passer ça va dépendre des municipales. Plutôt sur des broutards qui font en général un aller-retour en Espagne ou en Italie à des fins d'engraissement. Ah mais là c'est l'échauffement, Max. De discussion avec qui va remettre le couvert avec Céline Kuckerman tout à l'heure. Avec Bruxelles pour être capable de donner de la visibilité sur le statut à l'export de ces bêtes qui vont être vaccinées. Donc j'ai demandé au ministre de l'Europe des Affaires étrangères, au ministre en charge du commerce extérieur, au ministre de l'Europe, évidemment la ministre de l'Agriculture, en plus de ce qu'elle fait déjà très bien, de se mobiliser parce qu'on a qui revient à 16h30 pour faire un discours sur le narcotrafic à l'Assemblée nationale. Encore ce matin de l'Aveyron et d'ailleurs. Enfin, monsieur le sénateur, vous avez posé la question en complément de la question de la présidente à la ministre sur les mesures d'accompagnement. Je vous cherche du regard, monsieur le sénateur Medviel. Exonération, donc désocialisation des aides, défiscalisation des aides, aide à la trésorerie, mais ça ne suffit pas.
Et c'est pour cela qu'on a débloqué un premier fonds d'urgence de 10 millions d'euros. Je souhaite qu'il soit le plus territorialisé possible, à la main des préfets, pour être capable de faire du sur-mesure, et notamment pour les tout petits élevages. On voit très bien qu'on a des éleveurs qui sont touchés, qui sont de toutes petites structures familiales. Le tout petit n'est pas péjoratif, cela va sans dire, au contraire. Et donc on doit avoir un outil qui soit complètement adapté et surtout qui soit réactif vive la France, et rapide. La rapidité avec laquelle on va aider ces exploitations va être clé évidemment pour leur devenir, clé pour le moral, clé pour le respect, clé dans la relation entre l'État et les éleveurs. D'autres mesures sont à venir. Je pense notamment aux politiques qui vont permettre de reconstituer les cheptels, parce que ce que veut un éleveur, par définition, c'est pas de l'aide, enfin c'est un accompagnement de l'aide bien entendu, mais c'est de pouvoir redémarrer très vite son activité. Et donc là aussi, tout ce qui a été fait autour des génisses va devoir s'appliquer très vite sur le terrain. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Jacques Michaud pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Les socialistes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je veux en préambule affirmer mon soutien total et indéfectible aux éleveurs frappés par la DNC, comme l'ont fait les 200 élus rassemblés lundi à Foix. Nous avons tous été profondément choqués par des scènes où les forces de l'ordre se retrouvaient face à des agriculteurs éprouvés, inquiets et à bout. Vous êtes venus à Toulouse, Madame la Ministre, pour répondre à ce malaise, mais cette réunion n'a pas satisfait la profession et a généré de nouvelles mobilisations. Vous avez annoncé la création d'une cellule de dialogue scientifique. Est-ce que dans ce cadre, les propositions des chambres d'agriculture de la Haute-Garonne, de l'Ariège, des syndicats pourront être étudiées sans, bien sûr, jamais remettre en cause l'expertise scientifique ? Vous avez répondu hier à une demande forte des éleveurs en intensifiant la vaccination. C'est en effet un des leviers essentiels et je veux saluer l'engagement des vétérinaires pleinement mobilisés. Mais Madame la Ministre, des aides financières ont été annoncées pour les éleveurs dont les troupeaux ont été abattus. Dans quel délai ces règlements seront-ils effectués? Mais quelles aides pour tous les autres, ceux qui ne pourront ni commercialiser, ni exporter leur bétail, ni éviter les coûts supplémentaires de contention et d'alimentation? Madame la Ministre, nous le savons, les crises sanitaires vont continuer. Quelle politique structurée, quelles mesures retenez-vous pour soutenir tous nos éleveurs et permettre de poursuivre leur activité et de vivre dignement? Et alors que la tension dans les territoires est nourrie par les inquiétudes du Mercosur et de la PAC, quelle réponse concrète apporterez-vous à la détresse réelle et profonde du monde paysan? Je vous remercie. Pour répondre, la parole est à Madame la ministre de l'Agriculture, Madame Annie Genevard. Toujours Annie. Merci, Monsieur Sachant le que Président, Sébastien Lecornu a donné pas mal Messieurs les d'éléments. sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Jacques J'ai Michaud. peur avec le petit freeze. Vous êtes sénateur de l'Ariège, c'est une terre qui connaît aujourd'hui la dermatose nodulaire contagieuse, qui est éprouvée par l'arrivée de cette maladie. Et je voudrais répondre à la première question que vous m'avez posée sur le délai de délivrance des indemnisations. Les 2 premiers éleveurs qui ont été touchés par cette maladie ont déjà perçu l'acompte. J'ai tenu à ce que les acomptes puissent être délivrés dans les jours qui suivent la perte de leur troupeau. C'est très important. Ça ne remplace pas et ça ne... comment dirais-je? Il y a la douleur d'avoir perdu son cheptel. Cette douleur-là, elle est profonde. Et je veux dire à quel point, moi qui viens d'une région d'élevage, je comprends le drame personnel pour l'éleveur, pour sa famille, pour la communauté villageoise, de ce que représente la perte de son cheptel. Mais il nous faut l'indemniser. Indemniser les pertes des bovins, indemniser les pertes d'exploitation, indemniser la désinfection des bâtiments d'élevage, et puis aider tous les autres autour, c'est ce qu'a dit Monsieur le Premier ministre, avec ce fonds d'urgence. Quant à la cellule de dialogue scientifique, c'est la proposition que j'ai faite à la suite de ma venue à Toulouse l'autre jour. L'État, le gouvernement va faire un pas de côté et va mettre autour de la table des représentants du monde de l'élevage, de l'Occitanie, de la partie de l'Occitanie qui est touchée, des personnalités représentatives choisies par la présidente de région et par le préfet de région. Et puis, autour de la table, des experts reconnus en matière de santé animale, afin que ce protocole maison, si je puis dire, le protocole ariégeois, puisse être examiné, discuté avec ceux qui ont un avis
autorisés pour le faire en ayant, comme vous l'avez dit, en responsabilité, et je vous en remercie, en ayant en perspective toujours la sécurité sanitaire, parce que ce qui est en jeu, c'est la protection de l'élevage contre cette maladie redoutablement contagieuse et mortelle. Et donc, voilà, c'est une instance de dialogue, d'échange entre scientifiques et professionnels. Il faut que je tape sur la table pour que Gérard... Monsieur le Président. Oh là là. Monsieur Michaud. La parole est maintenant Madame la Présidente Cécile Cukierman pour le groupe communiste, Républicain citoyen écologiste Kanaki. Présidente du groupe, et donc c'est Sébastien Lecornu, là encore, qui va répondre. Depuis des mois, le monde agricole exprime une colère profonde et légitime. C'est désormais une urgence sanitaire majeure qui frappe nos campagnes, menace directement la sécurité alimentaire du pays. Partout sur le territoire, des agriculteurs voient leurs revenus s'effondrer, tandis que leurs élevages sont frappés par des crises sanitaires à répétition, grippe aviaire, dermatose nodulaire contagieuse, épizootie non maîtrisée. Cela entraîne des abattages massifs, exploitation mise à l'arrêt, détresse humaine et souvent des indemnisations tardives ou massives. Cette situation ne relève pas de la fatalité, mais de choix politiques qui ont affaibli les outils publics de prévention et de gestion de risques sanitaires. La situation est aggravée, et vous l'avez déjà dit, par une pénurie dramatique de vétérinaires, en particulier en zone agricole. La prévention recule, les soins sont retardés, la surveillance sanitaire se dégrade. Les exploitations sont fragilisées, mais de fait, c'est aussi la sécurité sanitaire des aliments, la santé animale et, in fine, la santé publique. La politique agricole commune est au cœur de cette impasse. Elle subventionne prioritairement la surface et le capital. Après, elle intervient fréquemment au QAG. La concentration des terres et l'élimination sociale des fermes paysannes, au lieu de garantir des revenus, de l'emploi et une agriculture vivante sur nos territoires. La PAC post-2027 s'annonce encore plus inquiétante, avec des budgets menacés, une mise en concurrence accrue, une renationalisation qui risque de transformer définitivement l'agriculture en simple variable d'ajustement économique. Dans ce contexte, la poursuite des accords de libre-échange et en particulier du traité du Mercosur, actuellement en débat au Conseil européen, serait une fuite en avant qui accélérerait la disparition de l'élevage paysan et affaiblirait notre souveraineté alimentaire. Alors, Monsieur le Premier ministre, combien de crises sanitaires faudra-t-il encore subir avant un changement de cap réel dans notre pays? Il faut un cap clair. On ne va pas refaire la NUPES, là. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la Présidente Cukierman, vous permettrez de peut-être ne pas répéter ce que j'ai déjà indiqué à votre collègue président. Oui, ce serait bien. Ce serait bien, tu fais court. Et peut-être une minute. Vous répondre sur Mercosur et sur la PAC pour avancer dans les débats. Peut-être quand même sur la crise vétérinaire. Heureusement que nous avons accéléré le Je ne vais pas vous répondre là-dessus peut-être, mais je vais peut-être vous répondre là-dessus. Pratiquement plus de 50% de sorties d'école. On va continuer, je regarde le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, plus 75% par rapport à 2016-2017 à horizon 2030. Mais là où vous avez raison, quantité de blagues que le nombre, c'est la répartition géographique des vétérinaires. Et notamment, vous le savez bien, vous qui êtes une élue d'un département rural, alors rural et urbain, mais rural, la répartition entre la vétérinaire de ville... Oui, l'Eure, c'est pas le trou du cul du monde, il y a l'Orne pour ça. Et les vétérinaires en milieu rural, notamment pour l'élevage et nos éleveurs. Et donc, on va avoir un sujet de planification, de discussion avec l'ordre. Et je crois pouvoir déjà tirer comme conclusion temporaire, je le dis en regardant la ministre de l'Agriculture, qu'on a besoin aussi de vétérinaires mobiles en fonction justement des situations sanitaires. Et on voit bien que de plus en plus, l'avenir ira aussi à des solutions qui seront, entre guillemets, prêtes à porter en fonction des situations territoriales. Les questions économiques, qui sont plus que des questions économiques, liées à notre agriculture, parce que c'est une question de modèle de société, de relation entre l'agriculteur et le consommateur. C'est une question d'aménagement du territoire, c'est une question de protection de l'environnement, puis avant tout, c'est une question de souveraineté. Et on a beaucoup parlé de défense en ce début de semaine. On voit bien qu'un autre aspect clé de notre souveraineté, c'est évidemment la souveraineté alimentaire. Pour être très clair sur le Mercosur, vous connaissez les positions de fond, elles ont largement été expliquées ici. Le Sénat s'est largement mobilisé, à discuter, à voter. Et donc, si la Commission européenne souhaite passer en force en cette fin de semaine et aller au vote, la France votera contre le traité du Mercosur. Les choses étant dites,
il convient désormais aussi d'avancer sur la PAC. Et je suis frappé de voir, et je vous remercie de l'avoir fait dans votre question, que si la question du Mercosur occupe beaucoup de place, c'est bien normal et on comprend pourquoi, les négociations sur la politique agricole commune, eux, commencent maintenant. Et comme vous le savez, dans toutes les bonnes négociations, il vaut mieux réussir les débuts de la négociation. Ça aide ensuite à avoir quelque chose qui soit plus facile, plus acceptable, à défaut d'être consensuel, en tout cas plus efficace. Je pense que sur la politique agricole commune, il faut déjà dire deux choses pour la France, car les régions ne sont pas d'accord. Qui vaudra jusqu'à la fin de cette discussion et de cette négociation, comme ça il n'y aura pas de surprise. Vive le fédéral. Ni pour la Commission. Politique agricole commune. Commune, ça veut donc dire que par définition, il ne peut pas y avoir de différenciation par pays. Et la manière dont la Commission commence à introduire l'idée qu'une part de la politique agricole commune pourrait être adaptée par pays, ça peut paraître sympathique du premier abord, mais on sait ce que ça veut dire derrière. Et on sait que c'est le début d'une concurrence déloyale. Surtout si ce n'est pas le pays en question qui gère sa politique agricole, oui, c'est de la merde. C'est la confusion entre les politiques d'accompagnement des ruralités et de l'agriculture, parce que sinon c'est des gens complètement déconnectés qui te disent comment dépenser ton propre argent. Et que la PAC doit rester un outil d'accompagnement de production. On est là pour accompagner la production. Et donc ça, c'est le premier point qui a été dit et rappelé au commissaire en charge de l'agriculture, à la Commission, et qui est absolument clé. Puis la deuxième des choses, et je pense que ça sera aussi consensuel sur tous ces bancs, en tout cas je le pense, je le souhaite, mais j'en suis certain, c'est évidemment qu'il ne doit pas manquer un centime sur le programme de la future PAC. Parce que pour le coup, il y a quelque chose aussi qui fait partie de la relation entre la France et les institutions européennes. L'histoire de la construction européenne, elle passe aussi par des grands marqueurs qui ne sont pas que symboliques. Ariane en est un, notre monnaie commune en est un, et la politique agricole commune en est un aussi. Et donc la négociation commence maintenant et on aura besoin de la mobilisation de l'ensemble des groupes ici présents au Sénat. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. La parole est à notre collègue Anne-Catherine Loisier pour le groupe de l'Union centriste. L'Union centriste, les sénateurs de François Bayrou. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Moi je souhaite évoquer aujourd'hui l'incendie criminel qui a visé le collège Champollion dans le quartier des Grésilles à Dijon vendredi dernier. Je veux d'abord saluer la présence de messieurs les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale sur les lieux dès lundi. Je voudrais saluer leur engagement ferme de soutien, de sécurisation renforcée de ces établissements, de reprise rapide de l'enseignement qui ont été très appréciés. Monsieur le ministre de l'Intérieur, oui, ils ont le droit à une question tous les mois, une question par mois. D'actes d'intimidation qui s'attaquent aux symboles de la République et plus encore aux enfants. Les premiers éléments laissent effectivement penser à un lien avec le narco-banditisme qui sévit dans ce quartier depuis plusieurs mois et contre lequel de nombreuses actions de démantèlement sont menées par les forces de l'ordre. Ce même collège a en effet déjà subi des tirs de mortier il y a quelques mois. La médiathèque à quelques pas a été incendiée en mars dernier. L'école primaire de ce quartier lors des émeutes de 2023. Les personnels éducatifs, les élus, les habitants et les enfants, surtout les élèves, restent soudés face à ces violences récurrentes et ces atteintes aux services publics. Je sais que le gouvernement fera son possible pour aider le conseil départemental et la municipalité afin que ces élèves puissent au plus vite réintégrer l'établissement une fois celui-ci sécurisé. Mais nous le savons, Madame la Ministre, le ressort du narcotrafic consiste à maintenir la population sous le joug de la peur. Hier, à Marseille, le président de la République a redit que l'État serait le plus fort et gagnerait cette bataille contre le narco-banditisme. Je le cite, « À mesure que l'on serre, ils réagiront ». Alors, Madame la Ministre, dans ce combat de longue haleine qui est engagé par les forces de l'ordre, l'ensemble des services de l'État et des collectivités territoriales, quels moyens sont mis en œuvre pour soutenir les populations de ces quartiers, les premières exposées quotidiennement aux pressions des réseaux mafieux à Dijon comme ailleurs? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, donc effectivement, nous nous sommes rendus avec Monsieur le ministre de l'Éducation nationale à Dijon, dans le quartier des Grésilles. Lâche le micro, Laurent. La communauté éducative du collège Champollion, qui a été donc victime de cet incendie criminel, avec les nombreux élus qui nous accompagnaient. Et j'ai évidemment une pensée pour la maire de Dijon et le président du conseil départemental, François Sauvadet, le président du conseil régional qui était là et les parlementaires dont vous étiez. Vous dire que
Je confirme ce que je vous avais dit, évidemment, ce que j'ai dit aux médias sur place. Nous avons de bonnes raisons de penser qu'il s'agit d'une règle de représailles, vu les coups sévères qui ont été portés au trafic de stupéfiants au Grésy maintenant depuis de nombreux mois. Vous savez qu'en septembre dernier, il y avait eu un démantèlement qui a permis d'interpeller les 7 principaux chefs des réseaux des Grésy, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de point de deal. C'est ce que tout le monde nous disait sur le terrain, ce que nous avons pu constater, et c'est ce qu'ont dit les policiers, et c'est évidemment ce pourquoi je les ai remerciés. Évidemment, avec le ministre de l'Éducation nationale, nous allons accompagner et soutenir la communauté éducative pour que le collège reprenne le plus vite possible son activité. Maintenant, très concrètement pour la suite, qu'allons-nous faire pour éviter que le trafic ne se réimplante, parce que tout le sujet, il est là. C'est évidemment continuer l'action qui est la nôtre, qui est d'abord une action d'occupation du terrain. J'ai rencontré les effectifs qui occupent le terrain de manière permanente. Je veux saluer aussi le travail de la police municipale de Dijon, qui est également présente sur les Grésy. Et on va continuer évidemment ce travail d'occupation du terrain qui permet de disperser, de recenser, de rassurer la population. Ça, c'est important. Et puis il y a le travail de démantèlement, le travail judiciaire en profondeur. Et évidemment, si de nouveaux réseaux venaient à s'implanter, nous les démantèlerons de nouveau et nous utiliserons tous les outils qui sont à notre disposition, dont ceux de la loi dite de lutte contre le narcotrafic de juin dernier, qui nous permet d'utiliser des techniques spéciales d'enquête renforcées et surtout qui donne aux préfets des capacités, des mesures de police administrative qui permettent par exemple de prendre des interdictions de paraître qui seront très utiles dans ce quartier. En tout cas, comptez sur notre détermination à accompagner la communauté éducative du collège et à préserver et maintenir l'ordre sur le quartier des Grésy. Merci. Il m'agace à tripoter le micro. C'est clairement un toc. La parole est à notre collègue Grégory Blanc pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Les écologistes. Ah, on va parler logement. Je faisais chez moi le point le week-end dernier avec un certain nombre d'artisans du bâtiment. Monsieur le ministre, vous le savez, ils manifestaient ce matin devant la préfecture à Angers, comme ils manifestent devant toutes les préfectures de France aujourd'hui. Tous me disaient la même chose. Oui, il faut maintenir, préserver, garantir des normes très ambitieuses au niveau environnemental et au niveau écologique, mais il nous faut aussi du bon sens dans leur application. Parce que, ajoutait-il, la simplification, ce n'est pas moins de normes. La simplification, c'est moins de paperasse. C'est moins de paperasse pour accéder au chantier et parallèlement plus de contrôle sur site, sur le travail exécuté pour vérifier évidemment que l'argent public est bien utilisé. Aujourd'hui, les parcours de rénovation sont fracturés. Or, il faut de la stabilité et non pas des stop and go, comme nous l'avons connu avec MaPrimeRénov' ou la fin des monogestes. Le bâtiment, sur ces 2 dernières années, a déjà perdu 40 000 emplois. En l'état, la qualification RGE est à la fois source de fraude pour ceux qui savent remplir les dossiers, un frein pour les TPE et pour la massification des rénovations. Monsieur le ministre, des discussions, des pourparlers ont lieu depuis de nombreux mois avec votre ministère et pourtant, tout est bloqué. Aussi, ma question est la suivante. Quand, monsieur le ministre, allez-vous adopter un décret pour réformer ces dispositifs, pour qu'ils soient à la fois plus simples et tout aussi ambitieux écologiquement? Pour vous répondre, c'est la deuxième fois qu'on parle du logement aujourd'hui. Ministre de la Ville et du Logement, monsieur Vincent Jeanbrun. Alors, est-ce qu'il va être aussi Merci, vénère Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Merci pour votre question, qui est une question très juste, et particulièrement aujourd'hui. Ah oui, quand c'est la France Insoumise qui la pose, c'est de la récupération. Leurs et quand c'est le groupe écologiste, c'est très juste. D'avoir de moins en moins de chantiers. Vous avez raison de le dire aussi, beaucoup de difficultés administratives, et pour reprendre votre mot, beaucoup de souffrance avec toute la paperasse qu'il faut remplir. Alors, je vous rejoins dans le fait qu'il faut évidemment simplifier ces démarches administratives et je suis favorable, et je le redirai tout à l'heure au président de la CAPEB avec lequel je m'entretiendrai, qu'il est nécessaire d'ouvrir plus largement les enjeux, notamment autour du RGE, pour faire en sorte que notre ambition partagée, que nous puissions améliorer la qualité de l'habitat et notamment sur les enjeux de rénovation thermique, puisse être mise en œuvre de la façon la plus simple possible. Vous redire aussi, en rebondissant sur votre question, que le gouvernement poursuit son ambition, notamment en dotant de plus de 4,6 milliards d'euros l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, et notamment MaPrimeRénov', que vous citiez également, qui sera maintenu et même poussé dans ses objectifs, puisque l'objectif cette année sera autour de 120 000. Avec
une ambition très claire, et vous l'avez dit, éviter à tout prix les stop and go qui sont délétères, à la fois pour les particuliers ou les copropriétés, et évidemment pour nos artisans. Il va de soi que nous maintenons l'effort. Maintenant, cet effort, pour pouvoir être mis en œuvre et éviter ce fameux stop and go, il faut qu'on évite aussi un début d'année en loi spéciale. Et donc, il est fondamental que nous ayons un budget si nous souhaitons pouvoir aider nos artisans partout où c'est possible, et notamment avec MaPrimeRénov'. Merci, monsieur le sénateur. Monsieur Grégory Blanc. Monsieur le ministre, il faut un budget, mais il faut un budget pour MaPrimeRénov'. Il faut un budget pour qu'on revienne sur le monogeste. Il faut un budget pour que, effectivement, on puisse avoir une haute ambition de rénovation énergétique pour être au rendez-vous de l'histoire en matière de neutralité carbone, bien évidemment. Seulement 10%, vous le savez, des entreprises sont qualifiées aujourd'hui, 10% des entreprises du bâtiment qualifiées RGE. Je crois qu'effectivement, il est urgent d'ouvrir. Merci. La parole est au président Mathieu Darnaud. Ah bon? Les Républicains. Ah oui, tiens, je l'ai raté. Bon, bah, il y a encore le cornu qui va débarquer. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous avez souhaité que le Parlement et le Sénat soient au cœur de la fabrique du budget. Dès lors, jugez-vous acceptables les propos tenus ici même par le ministre de l'Économie lundi dernier, ah oui, qui a dit que pointant du doigt le Sénat comme étant le responsable de la dégradation budgétaire. Ah, ils l'ont très mal pris au Sénat. Je le dis. Pour vous expliquer, ils ont voté leur version du budget qui prévoit une aggravation des comptes publics à 5% d'endettement à 5,3%. À fabriquer un budget responsable qui soit au rendez-vous de la trajectoire que vous avez vous-même indiquée, qui permette de réduire et de faire des économies, de supprimer quelques 8 milliards d'impôts supplémentaires, parce que nous considérons que la fabrique du budget ne peut pas se faire en faisant les poches des Français, des entreprises et de nos collectivités. Oh là, comment il s'énerve. Profitez bien de votre majorité, hein, ça ne va pas durer. C'est simplement parce qu'il a fallu accepter l'amendement du gouvernement qui dégrade le solde à 5,3. Or, aujourd'hui, c'est la faute du gouvernement. Oh, c'est tellement facile. Des économies supplémentaires à quelques encablures de la commission mixte paritaire. Dès lors, ma question est très simple. Plutôt que de vous ériger en censeur, comme l'a fait le ministre de l'Économie, allez-vous réellement nous proposer et mettre sur la table de nouvelles sources d'économie? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à monsieur le Premier ministre. C'est tellement facile de tout mettre sur le dos du gouvernement. Merci beaucoup, monsieur le président du Sénat. Monsieur le président Darnaud, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'il me soit permis à travers votre question de faire un point d'étape et de vous dire aussi un tout petit peu comment j'envisage et surtout comment je ressens la suite des opérations pour donner un budget à la France d'ici à la fin de l'année. Je commencerai peut-être par le fait de dire que le gouvernement respecte et respectera toujours le Parlement et les parlementaires. Vous devinez de quel côté ça gueule. C'est de faire en sorte que les parlementaires, par définition, sont responsables de ce qu'ils ont voté, tout simplement. Bon. Après, il y a une réalité chiffrée qui est la réduction de notre déficit. La tâche est immense, vous le savez. Avant moi, François Bayrou s'y est attelé, il faut lui rendre hommage. Avant moi, Michel Barnier s'y est attelé, il faut lui rendre hommage. Et que d'ailleurs, les questions, vous le savez, de recettes et de dépenses ont été traitées aussi dans ces moments-là, avec beaucoup de difficultés que chacun a dû avancer pour avoir ses compromis. Et d'ailleurs, certains instruments fiscaux qui sont dénoncés aujourd'hui étaient parfois dans les copies de mes prédécesseurs, et il a bien fallu les accepter, même lorsque nous n'étions pas d'accord. Bon. Donc une fois ceci étant dit, au fond, je vois bien que on est à quelques enclavures de la commission mixte paritaire et que les choses vont être difficiles. Je crois que c'est vendredi. Parce que déjà, évidemment, les positions entre l'Assemblée et le Sénat sont assez éloignées. Mais la commission mixte paritaire est l'outil, sans le gouvernement, qui permet par définition de rapprocher, de faire converger les choses. Moi, je suis un défenseur du bicamérisme et de nombreuses fois dans notre histoire, des positions qui pouvaient apparaître très éloignées avant la CMP ont réussi à converger en son sein. Néanmoins, la situation est un peu plus compliquée parce que, évidemment, les positions sont très difficilement identifiables et parfois très difficile de les faire converger entre les différents groupes politiques. Au sein de cet hémicycle, c'est plus classique, plus clair peut-être. Au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, la clarté n'est pas évidente. Et moi, je tiens
à rendre hommage à votre voisin de devant, le sénateur Jean-François Husson, rapporteur général de cette maison, à Monsieur Philippe Juvin, rapporteur général du budget pour l'Assemblée nationale, parce que croyez-moi, mais vous le savez comme président de groupe, leur tâche n'est pas facile depuis plusieurs semaines, devant aussi la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, dont je tiens aussi à rendre hommage pour la qualité de son travail avec vous et devant vous, quelles que soient les opinions politiques de chacun. On peut redire à quel point le gouvernement s'est tenu à la disposition de tout à chacun. Si je suis honnête, la difficulté aussi ne s'arrête pas là. C'est que parfois les positions sont difficiles au sein des groupes et parfois elles sont même difficiles au sein des mêmes formations politiques entre les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Non, Parti socialiste aussi. Non mais c'est un constat. Il est en train de se mettre tout le Sénat à dos. Ne pensez pas que je joue avec malice. La réalité, c'est que notre vie politique, elle est fragmentée. Que sur la question du budget, qui est le document le plus politique évidemment de l'année. Alors si le chrono est mis, mais j'ai un problème de chrono. Donc là, il est indisponible. Et on est à 3 minutes. L'exercice que nous sommes en train de vivre. Bon. L'autre difficulté, c'est le budget du gouvernement tel qu'il a été amendé par le Sénat, monsieur le sénateur. Il a été rejeté par l'Assemblée nationale. Non mais il ne faut pas qu'on mente. Nous sommes entre gens responsables. Ici, il n'y a pas de groupe de la France Insoumise, il n'y a pas de groupe du Rassemblement National. Oui, il va falloir continuer de se battre pour que ça dure. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en commission mixte paritaire, vous aurez une copie qui sera celle du gouvernement initial. Il va falloir se battre pour que ça dure. Qui sera celle du Sénat, avec une Assemblée nationale qui n'a regardé essayé, que la partie recette, ils ont eu des problèmes. Qui n'a pas regardé du tout une seule minute, à part un peu en commission, la partie dépenses. Et donc vous avez une désynchronisation très importante entre le Sénat qui a travaillé de nombreuses heures, de nombreux jours, de nombreuses semaines sur la partie 2 du PLF et une Assemblée nationale fragmentée que vous connaissez, dans laquelle ce travail n'a pas été fait. Non mais je crois qu'il est parti pour manquer de respect à 100% du Sénat. Nous sommes au gouvernement, mais c'est une réalité. Une fois que j'ai dit ça, il faut qu'on ait un budget avant la fin de l'année. J'ai dit au ministre ce matin, pendant le Conseil des ministres, qu'il fallait que nous plions en 6 d'ici à vendredi et samedi pour accompagner les parlementaires sur ces voies de compromis. Ça veut dire aussi qu'il va falloir plus de clarté, il va falloir aussi que les gens se parlent davantage. Je ne dirai rien publiquement, mais je suis quand même frappé de voir à quel point nous sommes à 48 heures du début de la commission mixte paritaire, que ça fait plusieurs jours que je demande à toutes les formations politiques qu'une commission mixte paritaire à blanc ait lieu pour permettre de commencer à faire ce travail, pour permettre aux membres du gouvernement de faire des propositions, y compris des propositions d'économie nouvelle s'il le faut. On en a proposé, nous avons eu peu de succès parfois à l'Assemblée nationale, sur tous les bancs. Et vous le savez, Président Darnaud. Oui, mais vous savez que le bicamérisme, c'est 2 chambres. Bon. Et que d'ailleurs, le vote vous ne prenez pas pour l'unique chambre par le Sénat et l'après-midi à l'Assemblée nationale. Parce que quitte à supprimer une chambre, ce ne serait pas l'Assemblée nationale qui serait sur la sellette. Je ne cherche pas soutien, je cherche juste un peu de bienveillance, je cherche à éviter le désordre. Je cherche clairement à faire en dans son sorte monde, que, Mathieu Darnaud. l'État, les services publics fonctionnent. Les élections municipales ont lieu au mois de mars. Le monde économique est inquiet, donc on doit pouvoir y arriver avec un esprit, le seul esprit qui compte, celui de l'intérêt général, et je sais que comme président de groupe, vous allez y concourir, en tout cas puisqu'il vous reste un tout petit peu de temps de parole, quels sont les éléments de compromis qui peuvent bouger, quels sont les éléments de fond que le groupe Les Républicains peut mettre sur la table. C'est pas mal ça, très bien joué de la part de Sébastien Lecornu, de finir sa réponse par une question, parce que normalement c'est les parlementaires qui questionnent le gouvernement, et là c'est très intelligent de la part du Premier ministre de poser des questions aux parlementaires pour la réponse. 5 minutes 45 de Sébastien Lecornu. Président Darnaud. J'aurais du mal, Monsieur le Premier ministre, en 30 secondes à résumer ce que nous avons mis 6 mois ici à bâtir. Mais c'est pas moi qui le disais, et je le dis vis-à-vis de celles et ceux qui siègent de l'autre côté de l'hémicycle, c'est Pierre Mendès France, gouverner, c'est choisir. Et le temps du budget, vous l'avez dit, c'est un temps politique. Et il faut faire un choix entre les tenants de la taxe et de la surtaxe, ou les tenants, comme nous le sommes ici au sein du groupe des Républicains, des économies, pour donner à ce pays un budget utile à la France et aux Français. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Solange Nadi pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole, ma chère collègue. Les macronistes, les voilà. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a 15 jours, la Guadeloupe était frappée par l'effroi. Au Gosier, un psychiatre a perdu la vie poignardé au cœur même du centre médico-psychologique où il exerçait par l'un de ses patients. Ce drame absolu n'est pas un fait divers isolé. Il est le symptôme violent d'un système de santé mentale à bout de souffle.
Dimanche dernier encore, c'est une ancienne députée de la Nation, ancienne coordinatrice interministérielle contre les violences faites aux femmes en Outre-mer, ainsi qu'une citoyenne qui ont été sauvagement agressées au moule. Ces actes tragiques révèlent l'impérieuse nécessité de protéger ceux qui soignent comme ceux qui sont soignés. En Guadeloupe, l'établissement public de santé mentale suit aujourd'hui 20% des patients de plus qu'en 2019. Les besoins explosent, mais les moyens suivent-ils? Ce constat est d'autant plus alarmant chez notre jeunesse. Une étude récente de la Mutualité française est sans appel. Dans nos outre-mer, près de 4 jeunes sur 10 souffrent de dépression. En Guyane, c'est plus d'un jeune sur 2. Mais le plus grave, Madame la ministre, c'est le silence. Alors que la souffrance est plus forte chez nous, le recours aux soins y est plus faible. Seulement 30% des jeunes ultramarins osent consulter. Pourquoi? Par peur de stigmatisation, certes, mais surtout parce que l'offre de soins y est illisible, fragmentée et trop souvent inaccessible. Nos jeunes se heurtent à un parcours du combattant, là où ils devraient trouver une main tendue. Aussi, Madame la ministre, elle est assez offensive pour quelqu'un de la majorité. L'ARS, garante de l'offre de soins, ne peut se contenter d'une gestion comptable. Quand comptez-vous doter nos EPSM et nos structures de proximité des moyens humains et financiers à la hauteur de cette explosion des troubles psychiatriques? Et concrètement, quelles mesures d'urgence allez-vous déployer pour que la santé mentale de nos jeunes ultramarins cesse d'être une fatalité et pour nos soignants puissent enfin exercer sans risquer leur vie? Je vous remercie. On dirait vraiment une question posée par l'opposition. La ministre déléguée chargée de l'autonomie, Madame Parmentier-Lecoq, vous avez la parole. C'est que ça a l'air d'être vraiment la crise. Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nadine Demore, permettez-moi de m'associer à votre hommage à l'égard du psychiatre qui a été assassiné par l'un de ses patients récemment en Guadeloupe, et également d'adresser un message de plein soutien à la ministre Justine Bénin, qui elle-même a été victime d'une agression que vous avez rappelée. Alors ces événements, ils nous rappellent, comme bon nombre de faits divers que nous pouvons constater chaque jour, à quel point les enjeux de santé mentale sont majeurs, sont prégnants. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Premier ministre a souhaité renouveler la mise au rang de première cause, de grande cause nationale, la santé mentale pour 2026, comme l'avait fait Michel Barnier pour 2025. Alors concrètement, face à l'augmentation des troubles psychiatriques, quelles sont les actions qui sont mises en œuvre? C'est votre question, Madame la sénatrice, et notamment particulièrement chez les jeunes. Vous dire d'abord que ces financements augmentent concernant la santé mentale. Vous dire que dans le cadre de la réforme du financement de la psychiatrie, 8 régions ont bénéficié d'un rattrapage financier dont fait partie la Guadeloupe, et ce sont donc 12 millions d'euros qui ont été alloués au territoire ultramarin pour rattraper ces retards. Des moyens qui viendront soutenir les établissements publics de santé mentale, comme vous l'avez rappelé, qui ont bien besoin, notamment en Guadeloupe, pour lequel il reste un défi important, c'est le défi humain de pouvoir recruter des professionnels, des psychiatres, des infirmiers, des psychologues, pour lesquels on a encore des difficultés de pénurie durable, mais pour lesquels l'État se mobilise sur les dispositifs d'attractivité de ces métiers. Et puis, s'agissant des plus jeunes, plusieurs dispositions, notamment pour renforcer les maisons des adolescents, pour renforcer le développement des équipes mobiles de pédopsychiatrie, l'intervention des professionnels de santé mentale en milieu scolaire et les dispositifs de repérage précoce. Je les citerai rapidement puisque j'ai déjà dépassé mon temps, Madame la sénatrice. Oui, mais voilà les moyens concrets qui sont mis à disposition Gérard, pour réveille-toi. répondre aux enjeux de santé mentale prioritairement en Guadeloupe. Merci. La parole est à notre collègue Laurent Saumon pour le groupe Les Républicains. Les Républicains de retour. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je souhaiterais revenir sur les propos tenus ce lundi au Sénat par votre ministre de l'Économie. Je tiens volontairement d'y associer les finances, tant Madame de Montchalin semble en avoir assumé depuis l'installation du gouvernement l'intégralité du pilotage. Houston, we have a problem, a-t-il déclaré en bon français. Je vous le confirme en bon picard, Monsieur le ministre, we have a problem. Ce problème, c'est le mépris persistant à l'égard du Parlement et plus encore du Sénat, et cela suffit. Je n'en prendrai qu'un exemple précis. L'amendement de la Commission des finances tirant les conséquences de la gestion du plan France 2030, marqué depuis 2 exercices par des surestimations manifestes
Vous avez vous-même proposé en fin de gestion l'annulation successive de 1,2 milliard puis de 1,6 milliard d'euros de crédits. Sur la base des éléments transmis au Sénat par le SGPI, nous avons donc proposé de sincériser les crédits à hauteur d'1 milliard d'euros. Il ne s'agissait ni d'un désengagement, Mathieu Darnaud n'a pas l'air de vouloir lâcher la présidence du groupe. Élémentaire de sincérité budgétaire. Dans ces conditions, les informations erronées, pour ne pas dire fallacieuses, qui ont circulé et entretenues par certains services relevant du Premier ministre. Peut-être que ça l'arrange, comme ça il peut gérer le parti sans avoir à gérer le groupe aussi derrière. Institutionnel à l'égard du Parlement, sans oublier le manque de transparence dans la gestion de ces fonds, l'absence ou l'insuffisance de publication des documents de contrôle. Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous rappeler à vos services que dans ce pays, c'est le Parlement qui décide et le gouvernement qui exécute? Oh, mais ils sont bien ZF. La parole est à la ministre de l'Action et des Comptes publics. Ils sont bien ZF, les Républicains. Ils sont chauffés depuis lundi. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices, Monsieur le sénateur Saumon. Non, c'est juste Saumon, ouais. La Somme. Et vétérinaire, je crois. Mais qu'est-ce que vous avez avec les vétérinaires? Bon, sur le fond, Monsieur le sénateur, je pense qu'on peut apprendre collectivement de ce qui nous a fait vivre depuis quelque temps. On peut être en désaccord sans être dans le mépris. Et il se trouve que les amendements... Non, je crois que c'est pas possible pour eux. Non, mais je crois que c'est pas possible pour les Républicains. Les amendements que vous citez ne sont pas des amendements de manipulation. Ils sont des amendements précisément de sincérité. Et je veux rappeler ici très calmement quelques faits, parce qu'il y a eu beaucoup effectivement de désinformation. Dans les amendements que le gouvernement a proposés, il y a eu beaucoup de débats sur les conséquences du PLFSS sur le déficit public. Et je le dis sous le contrôle du président Milon, je le dis sous le contrôle de la rapporteure générale du PLFSS, Madame Doineau, avec qui nous avons travaillé, avec qui vous avez travaillé sur le PLFSS. Il a beaucoup été question des transferts entre l'État et la sécurité sociale. Et vous êtes tous maintenant très largement informés qu'il y a 4,6 milliards de transferts entre l'État et la sécurité sociale dans le PLFSS tel qu'il a été définitivement adopté hier. Je tiens à rappeler, là aussi sans aucun mépris ni esprit de polémique, que le Sénat avait proposé lui-même dans sa propre copie du PLFSS 5,7 milliards de transferts. Le gouvernement en a donc retenu 4,6 sur ces 5,7 milliards. Donc c'est du budget de l'État qui sert à financer le budget de la sécurité sociale. C'est l'un des éléments transpartisans de compromis qui ont émergé entre le groupe centriste, le groupe LR ici, les écologistes à l'Assemblée, le rapporteur général Thibault Bazin qui est de la droite républicaine. Donc ça, c'est un élément déjà, je crois qu'il faut remettre dans les débats. Deuxième élément, sur la sincérisation des comptes, nous avons fait les comptes. Et le rapporteur général, la rapporteure générale de la sécurité sociale peuvent, et je suis à votre disposition, montrer en quoi ce 5,3% de déficit est la conséquence de vos votes sur la première partie. Les 8 milliards qui ont été précisément décrits il y a quelques minutes par le président Darnaud. Les éléments qui ont été faits en dépenses, et j'ai sincérisé précisément la copie de France 2030 avec le ministre Lescure pour nous assurer que tous les engagements pris seront tenus et qu'il n'y aura pas d'excédent de trésorerie dans les différents budgets. Et troisième élément, je le dis sincèrement, les conséquences d'un PLFSS qui a été voté, adopté avec, je le redis, moins de transferts entre l'État et la sécurité sociale, ce que cette Chambre avait elle-même suggéré. Je vous remercie. Monsieur Saumon. Je voudrais tout de même insister sur les pratiques de lobbying mises en œuvre autour de cet amendement. En amont de son examen, je ne saurais compter le nombre de parlementaires appelés, sollicités, parfois de manière insistante, pour s'opposer à cette diminution de crédit. Tous l'ont été sur la base d'informations erronées, de contre-vérités, voire de raccourcis grossiers. Tous, à l'exception du principal intéressé, le rapporteur général, pourtant à l'origine de cet amendement, et accessoirement du rapporteur spécial que j'ai l'avantage de bien connaître. Ce procédé est inacceptable, il traduit un profond mépris du Parlement, quoi que vous en disiez, et le recours à des méthodes d'un autre temps. Nous le disons clairement, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, en espérant ne plus avoir à assister à ce type de pratique à l'avenir. La transparence et la sincérité des données restent la base des relations solides pour comprendre la différence et renforcer la confiance pour une collaboration positive. Oh là là, ils sont bien énervés. Et je suis sûr que c'est pas fini. Notre collègue Victorin Lurel. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Les socialistes. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la fonction publique. Il s'agit du nouveau régime des congés maladie des fonctionnaires et contractuels de l'État dans les Outre-mer.
Le 27 juin 2024, vos prédécesseurs ont publié à la veille de l'été un décret réformant le régime de prise en charge de ces congés. Positive vue d'ici en Hexagone, sa déclinaison outre-mer est une véritable catastrophe. En incluant la prime de vie chère dans le régime indemnitaire, vous créez un énorme préjudice financier et peut-être des drames humains à des milliers de fonctionnaires qui vont perdre de 67 à 100% de leur prime. De surcroît, ce décret prévoit une application rétroactive sur plus d'une année avec saisie sur salaire à compter du 1er janvier 2026. Charmant. Malades, souffrant de pathologies graves et lourdes, tels les cancers très prévalents dans nos territoires, privés d'une partie importante de leur rémunération, ces fonctionnaires resteront pourtant sur place à subir l'obsédante question de la vie chère. Cette réforme, Monsieur le ministre, est en fait un outil de régulation budgétaire et à mes yeux assez cynique et amoral. Je vous propose de désamorcer cette bombe sociale qui couvre en révisant le décret, en excluant du régime indemnitaire la majoration de vie chère au même titre que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. J'ai dit. Pour répondre, la parole est au ministre chargé de la fonction publique, Monsieur David Amiel. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Victorin Lurel. Je voudrais rappeler ce qui s'est passé effectivement ces derniers mois et peut-être aussi ajouter des éléments à ce que vous avez dit dans votre question. Depuis l'accord qui a été signé en octobre 2023, signé par 6 des 7 organisations syndicales représentatives et qui a été traduit par un décret en juin 2024, on a apporté des garanties supplémentaires pour les congés maladie de longue durée. Parce que, vous le savez, Monsieur le Ministre, avant cet accord, les agents de l'État ne pouvaient pas, depuis un jugement du Conseil d'État de 2011, bénéficier de la majoration dans le cadre des congés maladie de longue durée et étaient exposés à des risques de récupération, d'ailleurs, en cas d'indus. Ce que cet accord a permis, c'est d'avoir un maintien de la majoration dans les congés maladie de longue durée, 33% la première année, 60% les deuxième et troisième années, c'était des garanties supplémentaires. Il y a eu également des travaux qui ont été mis en place pour la protection sociale complémentaire. Je parlais là des agents de l'État. Pour les agents de l'État également, ces travaux sur la protection sociale complémentaire se déploient ministère par ministère et permettent d'apporter une protection supplémentaire, y compris pour l'indemnisation des congés maladie ordinaires de courte durée. Cet accord est en cours de déploiement. On a eu d'ailleurs dans votre Assemblée, en Outre-mer comme ailleurs, de nombreux échanges sur la question. Il y a également la question de la fonction publique territoriale en Outre-mer et je salue le vote qui a été fait par votre Assemblée, qui a été voté conforme à l'Assemblée nationale pour l'extension de la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance. Et donc ce que je vous propose, Monsieur le Ministre, c'est que nous puissions continuer à échanger sur cette question avec ma collègue Naïma Mouchou. Nous sommes à votre disposition. Ah oui, on va juste échanger. Monsieur le ministre, j'ai dit, mais vous n'avez pas entendu. L'accord qui a été signé par les centrales nationales qui ont totalement oublié les Outre-mer. Cette question se voulait pourtant anticipatrice pour éviter la fronde sociale qui est déjà en cours et qui ne va pas manquer de s'intensifier. Je vous invite, moi, à faire venir une délégation de syndicalistes et de parlementaires en vos bureaux et je pense que les écailles vous tomberont des yeux et vous vivrez peut-être une véritable épiphanie. Nous attendons donc avec confiance. Les écailles vous tomberont des yeux. La parole est maintenant à notre collègue Christine Lavarde pour le groupe Les Républicains. Le retour des Républicains encore, ça va encore s'énerver sur le budget. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie qui, lundi, dans cet hémicycle, a dit c'est inacceptable, nous devons sortir de cette ornière. Dit autrement, la majorité du Sénat est irresponsable. Alors, Monsieur le ministre, pour mon groupe politique, être responsable, c'est réformer plutôt que taxer, c'est choisir d'arbitrer entre des politiques publiques. Dit en un mot, c'est essayer de gouverner. Alors oui, les sénateurs irresponsables de la majorité sénatoriale vous ont proposé des réformes sur les agences de l'État, sur la fonction publique, sur la fiscalité énergétique, sur le logement, sur les collectivités locales.
une indexation différenciée du barème de l'impôt sur le revenu, une mesure sur les impôts des retraités les plus aisés. Finalement, ces sénateurs irresponsables, ils ont fait preuve de courage et de créativité. Dit autrement, ils ont pratiqué l'art de la politique selon vos bancs. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Quelle est votre définition d'un homme politique responsable? Pas du tout dans la surenchère. La parole est au ministre de l'économie et des finances, M. Roland Lescure. Ah ouais, ça devait être Amélie de Montchalin qui devait répondre. S'il vous plaît. Roland Lescure qui s'est hué par le Sénat. Oh, ça c'est fort. Hein. Merci, Monsieur le Président du Sénat. J'ai eu l'impression, quelques minutes, de me retrouver pas très loin d'ici, à l'Assemblée nationale, mais c'est la chambre haute que je suis. Bah, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, Laurent. Je voudrais remercier la sénatrice Christine Lavarde, qui, par sa question, me permet de répondre à des interpellations multiples présentées aujourd'hui sur au moins deux de ces bancs. Ils sont très concernant mon intervention de lundi soir. Madame la sénatrice, mesdames et messieurs les sénateurs, ça fait 8 ans que je suis élu ou membre de gouvernement et j'ai toujours souhaité répondre aux interpellations, quelles qu'elles soient, de quelque chambre qu'elles soient, avec respect, franchise, sincérité. Le dernier au Sénat à s'être fait huer, c'était François Bayrou. Et si vous avez entendu, Madame la sénatrice, que je jugeais quiconque irresponsable, c'est soit je me suis mal exprimé, soit qu'on est dans des dialogues aujourd'hui qui sont des dialogues de sourds que je regrette. Parce que, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les sénatrices, ce que j'ai dit lundi, c'est que si on souhaite progresser vers un budget votable par les deux chambres, il va falloir que tout le monde fasse des efforts. Et je continue à le penser et je continue à l'affirmer. Parce que je passe suffisamment de temps, alors vous pouvez vous renvoyer la balle les uns les autres, vous la renvoyez à nous, je passe suffisamment de temps aujourd'hui avec les partenaires européens pour vous dire et vous redire, comme je l'ai dit lundi, que si on termine avec un budget de 5,3% du PIB, ce sera effectivement irresponsable. Ah, on sera mort, oui. Et on peut se renvoyer la balle sur les responsables, les uns ou les autres. On va se prendre la troïka de l'Union européenne dans la tronche. Aujourd'hui, ce que j'ai dit lundi, c'est qu'un projet de loi de financement de la sécurité sociale allait sans doute être voté, il a été hier par l'Assemblée nationale, qu'un projet de loi de finances venait d'être voté par le Sénat et quand on additionnait les deux copies, on était à 5,3% du produit intérieur brut. Mais, monsieur le rapporteur général, vous pouvez m'interpeller comme vous voulez. J'ai répondu avec sincérité, conviction, franchise, sur la base de faits, sur la base de chiffres. Je vous l'ai dit, je vous le redis, le budget présenté par le gouvernement additionné au projet de loi de finances de la sécurité sociale nous amenait à 5. Nous sommes actuellement à 5,3. Il va falloir faire des efforts, en toute franchise. Madame Lavarde. Donc pour faire péter un câble à la droite sénatoriale, vous leur dites qu'ils sont irresponsables. En tout cas, nous continuerons à être responsables en refusant de sacrifier l'avenir pour satisfaire le présent dans les jours à venir. Et vous, messieurs les ministres du gouvernement, je vous invite à être responsables et à utiliser le 49.3. C'est la seule solution pour rendre possible ce qui semble aujourd'hui impossible. Non mais, ce renversement de la charge de la responsabilité, quoi. La parole est à notre collègue Patrick Chauvet pour le groupe de l'Union centriste. Le retour de l'Union centriste et leur dernière question, du coup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, à l'Assemblée nationale. Ma question s'adresse au ministre de la Souveraineté énergétique. J'y associe avec la copie mon du Sénat. Vincent Delahaye. Monsieur le ministre, la France n'a toujours pas de programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est insensé. Mais sans ce document, nous ne savons pas où nous allons d'un point de vue énergétique. Le résultat, c'est que nos documents énergétiques sont totalement obsolètes et que nombre d'appels d'offres sont en attente, notamment en matière d'éolien en mer. Le monde de l'énergie renouvelable est en partie bloqué. Monsieur le ministre, la PPE a failli être adoptée en quasi-catimini en mai dernier, puis fin juillet, et depuis, plus de nouvelles. Où en est-on? Plus précisément, nous ne comprenons pas deux choses. D'une part, pourquoi la PPE est encore en attente? Qu'est-ce qui bloque? La PPE est-elle prête? Fin juillet, il nous avait été assuré qu'elle prendrait en compte les propositions du Sénat. Est-ce exact? Et si c'est exact, quelles orientations de notre Haute Assemblée avez-vous prises en compte? 8 mois? Ou bien la PPE est encore en cours d'élaboration? Vous êtes encore en train de la modifier?
Mais alors dites-le nous. Mais alors ils ont commencé à l'appliquer, mais par décret en plus. Êtes-vous en train de négocier avec tel ou tel? Des échos nous parviennent en ce sens. De plus, lors des dernières questions au gouvernement, un collègue sénateur vous a remercié pour, je cite, « l'attention que vous lui portez au quotidien ». Les mots sont forts, pas sur cette question. Il a de la chance. Ni moi, ni Daniel Grémillet ne faisons l'objet d'attention au quotidien. Ces attentions sont-elles en lien avec la PPE? Monsieur le ministre. Mais là, c'est la sphère personnelle, monsieur le sénateur. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, monsieur Lescure. Allez, merci, monsieur le président. Décidément, c'est ma journée. Monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur Patrick Chauvet, merci pour votre question qui me permet de préciser les raisons pour lesquelles, effectivement, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en phase de finalisation n'est pas encore rendue publique. Vous le savez, il y a quelques jours, RTE a publié une actualisation de ses projections de demande d'électricité, qui revoit, il faut le reconnaître, à la baisse de manière importante les projections de demande d'électricité. Et ce qui va causer une augmentation de nos factures. Ceci nous conduit à réajuster nos prévisions. Parce que plus on consomme, plus on paye, et moins on consomme, plus on paye. Pluriannuelle de l'énergie à ces nouveaux. Cherchez la logique, elle est européenne. Tous les parlementaires font l'objet de mes plus grandes attentions. Donc je ne sais pas à quel sénateur vous faites référence ou à quelle référence vous faites référence. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que j'ai eu l'occasion point d'exclamation ref. Dès le début de ce processus de réflexion que m'a demandé d'élaborer le Premier ministre, pour qu'on puisse échanger à la fois sur les avancées, effectivement, de la proposition de loi qu'il a portée et qui poursuit son chemin. Vous reconnaîtrez quand même avec moi que l'examen à l'Assemblée nationale en a fait, je dirais, un objet assez différent de celui sur lequel le sénateur avait travaillé. Et donc, à partir de là, oui, j'ai consulté des sénateurs, des députés de tous les groupes pour comprendre un peu où étaient les attentes des uns et des autres. Et je vais faire des propositions au Premier ministre dans les jours qui viennent, qui j'espère aura l'occasion d'échanger avec vous et au fond, au-delà de ça, avec nos citoyens, sur l'avenir énergétique de la France, parce que je pense qu'il y a une chose sur laquelle on se retrouve tous, c'est que la France a besoin d'un avenir énergétique décarboné, parce qu'aujourd'hui 60% de notre énergie, elle vient de l'étranger et elle est carbonée, souveraine, forte, qui va nous permettre de réindustrialiser. Et je pense que là-dessus, on se retrouve tous et toutes. Merci. Monsieur Chauvet. Merci, monsieur le ministre. Je réitère et vous encourage au dialogue et à la concertation. Nous espérons que l'énergie ne soit pas une énième victime collatérale du marasme politique actuel, qu'elle ne fasse pas l'objet de tractations ou de marchandages politiciens totalement étrangers à l'intérêt de la nation. Non, ça t'inquiète pas, c'est au niveau européen que ça se décide. La parole est maintenant à madame Sophie Primas, pour le groupe Les Républicains. Sophie Primas, l'ancienne ministre. Merci. Redevenue sénatrice. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je souhaiterais moi aussi revenir sur les propos tenus ce lundi au Sénat par votre ministre de l'économie. Mais elle aussi, qui vient de nous inviter à ne pas invoquer des responsabilités, mais quand même, puisque nous sommes à l'heure du bilan, dressons une comparaison du bilan à date entre ceux du gouvernement et celui du Sénat. Votre bilan, Monsieur le Premier ministre, c'est d'avoir tout cédé à la gauche. Fin du PFU, suspension de la réforme des retraites, recul du gel budgétaire et j'en passe. Le bilan du Sénat, c'est la suppression de 8 milliards d'euros de hausse d'impôts et de taxes pour protéger les Français et les entreprises. C'est un effort demandé aux collectivités territoriales, ramené à 2 milliards plutôt que 4,7 milliards de votre budget. C'est la fin du DILICO pour les communes. Ce sont 6 milliards d'économies proposées par notre groupe, dont 4 milliards ont été adoptés par le Sénat. Au plan sectoriel et pour le logement notamment, qui nous est cher, ce sont des avancées très concrètes. C'est l'enclenchement du statut du bailleur privé que nous devons améliorer en CMP. Ce sont 400 millions de marge d'investissement supplémentaires rendues aux bailleurs sociaux pour construire et rénover. C'est l'exclusion de l'investissement locatif de l'IFI afin que les classes moyennes investissent dans la pierre alors que l'épargne n'a jamais été aussi élevée. Normalement, ça doit devenir Nouvelle République. C'est enfin l'extension du bail réel solidaire qui permet aux ménages modestes d'accéder à la propriété.
Voici des exemples ça a été du bilan acté du Sénat. Et ça devait être le changement des de nom. mesures concrètes au service du quotidien des Français. Ça m'étonne qu'ils n'aient pas encore changé de nom parce qu'ils l'ont acté en congrès. Et de la TVA, Madame la ministre du Budget. Alors, Monsieur le Premier ministre, à la veille de la CMP, allez-vous reconnaître et allez-vous considérer le travail constructif et responsable du Sénat plutôt que de les laisser dénigrer? Ça date de fin août, début septembre. C'est pour ça que ça m'étonne. J'en parlais justement à la reprise des travaux. Merci, Monsieur le Président, Madame la ministre Sophie Primas. Les travaux parlementaires. Je ne suis pas celle à convaincre, ça n'a toujours pas changé. Donc ni je de sais pas s'il y a un calendrier. Ni des très bonnes idées qui sont celles du Sénat et qui ont été votées. Je le rappelle, le gouvernement n'est pas présent dans la commission mixte paritaire. Ceux et celles à convaincre, ce sont les autres membres de cette commission, que ces dépenses ou ces mesures peuvent être embarquées dans le compromis et que chacun peut faire par ailleurs un pas pour qu'à la fin, il y ait un déficit à 5%. C'est ça l'objectif de la CMP. Moi je propose pour anticiper les prochaines élections une nouvelle défaite, 5%, et qu'il y ait ensuite un échange entre les membres de la CMP, sénateurs et députés, des républicains jusqu'aux socialistes, sur la manière de faire. Au fond, la question qui est devant nous, c'est l'ordre ou le désordre. Oui, Max, c'était le Premier ministre, avec son gouvernement, a choisi l'ordre, la stabilité. Et pour y arriver, comme il n'y a pas de majorité absolue, nous avons eu devant nous deux alternatives. Ah bah attends, échanger, négocier, dialoguer, tu sais c'était quoi l'une des pistes évoquées et les forces de gauche républicaines? Qui est le président du parti maintenant? Échanger ou dialoguer avec le Rassemblement national. Eh bien, le gouvernement et le Premier ministre ont choisi qu'effectivement, ce n'est pas l'une des avec propositions, c'était que nous avons grandes avancées. C'était un choix. Vous nous avez demandé, Monsieur Darnaud, je te laisse deviner pourquoi. Qu'est-ce que nous choisissons? Et nous avons choisi en conscience. Et nous avons choisi en conscience de travailler avec le Parti socialiste et les forces de gauche républicaines. Ce faisant, je crois que nous restons fidèles à des valeurs que nous avons en partage. À part un melon identitaire, ils n'ont rien. Donc si tu leur enlèves ça, ils n'ont plus rien. Et ils ne sont rien. Et il nous faut donc nous rappeler d'une chose, que l'alternative au dialogue, l'alternative au compromis, l'alternative au travail, c'est qu'il n'y ait pas de budget. Et s'il n'y a pas de budget, il n'y aura pas de stabilité et surtout, il n'y aura pas de France forte dans un monde où nous devons armer notre armée plus fortement, nous devons assurer la sécurité, ça va pas leur plaire, ça. Nous devons respecter et répondre aux crises, notamment sanitaires. Et donc, monsieur le sénateur, le 49.3, je crois que ce n'est pas un outil qu'on peut utiliser au Sénat. Jusqu'à nouvel ordre, c'est le Premier ministre qui doit potentiellement l'acclencher. Vous concluez, s'il vous plaît. Je ne crois pas que c'est au Sénat que cela se passe. Je vous remercie. Madame Primas. Même Gérard, il commence à s'énerver. Je vais vous rassurer, nous choisissons l'ordre, mais nous ne renierons pas l'essentiel. Et nous vous demandons que les conclusions de la CMP soient votées à l'Assemblée nationale, quitte à utiliser le 49.3. On dirait pas qu'ils ont été dans le même gouvernement il y a encore quelques mois. Marion Canalès pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. C'est quand même dingue. Il y a quelques mois, elle était porte-parole du gouvernement. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. J'aurais aimé vraiment rajouter et de la protection de l'enfance, puisque je vais vous parler protection de l'enfance. 20 000 enfants de moins de 5 ans bénéficient chaque année d'une première mesure de protection. Plus de 600 enfants de 0 à 2 ans, des bébés, ont été accueillis car ils ont subi des violences sexuelles cette année. Le Sénat aujourd'hui. 2 bébés par jour. Ce chiffre, sans doute sous-estimé, est effroyable et les conséquences de ces violences catastrophiques. Les violences et négligences graves ont des conséquences irréversibles sur le développement des tout-petits. Mais la protection de l'enfance peut être efficace. C'est une bonne nouvelle, à condition d'intervenir suffisamment tôt pour que les dégâts ne soient pas irrémédiables. Et c'est cela que porte le programme Pégase, expérimenté dans 6 régions et 13 départements. Et je veux le dire à mes collègues des Bouches-du-Rhône, du Pas-de-Calais, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Maine-et-Loire, de Savoie, de Vendée, du Gard, des Ardennes et d'autres départements dans lesquels ce programme est déployé, qu'avec des soins adaptés, ces tout-petits de vos départements en grand danger retrouvent leur capacité et un développement normal. Enfin, une bonne nouvelle. Mais en réalité, une menace plane. Et parce que, Madame la ministre, vous travaillez actuellement à la rédaction de l'arrêté de généralisation, je veux vous dire que ce qui semble se préparer, c'est un parcours low cost. Pour ces enfants, il n'est pas envisageable de vider le programme Pégase de sa substance. Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer ici que vous allez veiller à ce que cette expérimentation qui a fait ses preuves sur un public ultra vulnérable soit généralisée avec la même qualité, les mêmes moyens et la même exigence?
Pour vous répondre, la parole est à la ministre. Il ne faut pas être étonné, hein, ils ont l'habitude de faire des effets d'annonce et après de ne pas mettre de moyens dedans pour maintenir les problèmes. D'abord, permettez-moi de remercier les 130 000 professionnels qui œuvrent chaque jour aux côtés ça c'est les éléments de langage, on en a pour 30 secondes minimum. À la protection de l'enfance. Et puis acter avec vous que collectivement, effectivement aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à la hauteur des enjeux pour répondre correctement aux besoins de ces enfants. Nous savons que 400 000 enfants relevant de la protection de l'enfance sont encore nombreux à subir des délais d'attente pour l'application des placements et aussi des retards et des difficultés de scolarisation. Nous savons aussi, et vous l'avez pointé, que nous avons de nombreux défis pour répondre aux problématiques de santé, notamment de santé mentale de ces enfants, et que beaucoup de ces enfants restent encore trop souvent victimes du proxénétisme. Et donc les défis sont majeurs, ils sont très nombreux. Et je veux vous redire ici l'engagement total de la ministre Rist et de l'ensemble du gouvernement pour avancer avec détermination sur la protection de l'enfance. Le budget 2026, Madame la sénatrice, rend compte de la priorité du gouvernement sur cet enjeu avec une hausse de 55 millions d'euros. Et dès 2026, le parcours coordonné de soins pour les enfants et les jeunes protégés sera mis en place pour renforcer la prise en charge de santé, notamment en santé mentale. Et évidemment, l'objectif est bien de garantir la qualité de ce parcours. Pour autant, nous savons aussi qu'il faut avoir des efforts beaucoup plus structurels. C'est l'ensemble de la politique de protection de l'enfance qui doit être retravaillée structurellement. Et c'est pourquoi les ministres Rist et Darmanin ont annoncé un futur projet de loi dédié à la question de la protection de l'enfance dans une stratégie de refondation de cette politique publique. Son objectif est clair, replacer le parcours de vie de l'enfant au cœur de notre système. La ministre Rist va d'ailleurs réunir au début de l'année 2026 un comité de pilotage dédié qui associera les parlementaires et vous-même, Madame la sénatrice. La question est intéressante, c'est dommage qu'elle soit noyée. Madame la ministre, ce n'était pas un grand exposé sur la protection de l'enfance. Ma question, elle est simple. Il y a un programme Pégase qui est expérimenté dans 6 régions, 13 départements. Il a fait ses preuves. Il a aidé plus de 1000 enfants qui sortent beaucoup mieux et qui peuvent reprendre le cours de leur vie. Il doit être généralisé. Aujourd'hui, votre ministère travaille à une généralisation au rabais. La question, c'est est-ce que vous allez généraliser Pégase comme il a été conçu avec les mêmes exigences ? T'as pas compris qu'elle répondait pas à ta question exprès pour pas avoir à dire non ? Vial, pour le groupe Les Républicains. Et on termine par 2 questions des Républicains. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis votre nomination, vous avez fixé 2 priorités. Il faut un budget à la France et il faut faire des économies. Mais aujourd'hui, le constat est implacable. Il n'y aura vraisemblablement pas de budget, nous nous dirigeons vers une loi spéciale, et il n'y aura pas d'économie. Car les concessions les plus lourdes que vous avez consenties au Parti socialiste, c'est le cas notamment de l'abandon de la réforme des retraites, l'ont été sans techniquement, on est toujours sur le budget 2024, jusqu'à la fin de l'année. Votre position de Premier ministre n'est-elle pas la seule chose que vous aurez finalement réussi à sauver pendant cette discussion budgétaire ? Oh là là, mais les questions de provoque. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Action des comptes publics, Mme de Montchalin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, mais les sénatoriales ont lieu après des élections justement qui élisent des grands électeurs. Et je crois que si nous voulons utiliser après les municipales et après les départementales régionales, le temps n'est pas de savoir si nous serions ici au gouvernement en train de chercher à durer ou en train de chercher à agir pour les Français ici et maintenant. Je crois que tout le monde a bien compris qu'au fond un pays va mieux quand il a tout à la fois un budget et un gouvernement. Et que quand un pays n'a ni l'un ni l'autre, en général, il ne permet pas aux citoyens, aux entreprises, aux familles de se projeter. Donc nous ne voulons rien faire d'autre. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Premier ministre nous a demandé à chacun d'entre nous ici... effectivement, là, c'est un peu la foire à la saucisse aujourd'hui. Jouer les présidentielles en 2027, travailler pour les Français maintenant. Et si nous sommes là, c'est que nous voulons travailler pour les Français maintenant. Je veux revenir sur un élément de désinformation. Non, nous, on ne prépare pas la présidentielle. Non, nous, on travaille sur le quotidien des Français, bien sûr. Qui a été voté hier, contient plus d'économies que les 3 précédents PLFSS qui avaient été imposés par des 49.3. Il y a 4,6 milliards d'euros d'économies dans le PLFSS pour 2026 qui a été voté.
Il y en avait 4,3 pour 2025, 3,5 pour 2023 et 1,7 pour 2022. Donc je veux bien tout entendre, mais il nous faut revenir aux faits. L'enjeu pour nous, si on veut réussir cette commission mixte paritaire dans 2 jours, c'est qu'il y ait des échanges entre les sénateurs et les députés. C'est qu'il y ait des échanges entre les partis. C'est que nous ayons des échanges une méthode entre les députés qui nous permette de travailler et dans entre un les moment sénateurs. où les délais sont C'est pas gagné non plus. Et que nous ne laissions pas le temps jouer contre nous. Il me semble que ce qu'attendent les Français, c'est que comme dans chacune des communes que vous connaissez bien, comme dans chacun des départements que vous connaissez bien, comme dans chacune des entreprises où nous sommes nombreux à avoir travaillé, les Français savent se mettre d'accord. Les partenaires sociaux savent trouver des accords. Pourquoi nous, ici à Paris, quand nous sommes dans les hémicycles, nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord? Nous avons su le faire sur le PLFSS dans une assemblée fragmentée, allant avec des votes qui allaient des républicains jusqu'aux écologistes. Il me semble que pour le budget, pour nos armées, pour le ministère de l'Intérieur, pour la justice, pour l'agriculture, nous pouvons et nous devons faire de même. Je vous remercie. Oui, tu peux le dire plus gentiment aussi, Gérard. Hein. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, sympathie à 2 vitesses pour Gérard Larcher. Mais le mot que nous aurions aimé entendre, c'est pardon. Pardon pour la dissolution inexplicable et le chaos politique et démocratique que cette dernière a généré. Qui ressemble plus à rien. Pardon pour la situation insoutenable dans laquelle vous avez conduit notre pays en le noyant sous le flot de la dette ou du déficit public. Pardon pour les propos inexcusables tenus au Sénat par votre ministre, Monsieur Lescure, qui refuse d'assumer sa responsabilité et afflige ceux qui, ici, ont justement fait le choix de défendre l'intérêt public. Le Sénat est en roue libre. Des prélèvements préjudiciables qui seront immanquablement faits sur le dos des collectivités locales qui assument pourtant leurs responsabilités avec des budgets à l'équilibre. Le Sénat est déchaîné. Vos tergiversations indéfendables sur la politique énergétique du pays qui mettent en cause sa sécurité, sa souveraineté et sa crédibilité. Pardon pour votre inconstance irresponsable dans la mise en œuvre de la politique en direction de la jeunesse, du secteur audiovisuel ou de l'éducation. Pardon pour votre naïveté coupable en matière de politique d'immigration ou de sécurité. Pardon pour votre incurie inacceptable dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap, laissant des familles et des élèves dans des situations indignes de la République. Pardon pour la situation inextricable dans laquelle vous avez plongé en quelques années notre pays et sa jeunesse. Pardon, pardon, pardon. Il faut conclure maintenant. Voilà ce que je vais aller me chercher un goûter, moi, si ça continue. Mais vous n'assumez rien et vous ne changerez donc rien. Faut alors conclure. devant les Français, car le Sénat n'y pourra rien. Je leur dis pardon. Oh là là, ils se sentent plus pissés aujourd'hui. Président Jean-François Rapin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la colère gronde chez les agriculteurs français et européens. Je le disais il y a quelques jours à Copenhague au commissaire Hansen, nos agriculteurs n'ont pas le moral et ils l'exprimeront demain devant le Conseil européen. On peut noter au minimum 4 irritants les concernant directement. Tout d'abord, la crise de la dermatose. Ensuite, les inquiétudes sur la future PAC. Puis le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour les engrais en particulier. Et enfin, la signature imminente de l'accord entre les pays du Mercosur et l'Union européenne que la Commission européenne veut à toute force imposer. Concernant l'accord du Mercosur, nous avons hier, dans cette Assemblée, émis un signal fort envers le gouvernement en disant que nous le refusions catégoriquement et que nous souhaitions que le gouvernement saisisse la Cour de justice de l'Union européenne. Ah, mais de toute façon, à plusieurs reprises, l'Assemblée nationale et le Sénat ont dit non à la ratification. Antidémocratique et dangereuse, parce que déséquilibrée pour nos agriculteurs et sans garantie pour les consommateurs. Bien sûr. Monsieur le ministre, hier, le ministre en charge du commerce extérieur nous a expliqué ce que nous savions déjà sur l'accord lui-même, sans nous convaincre, mais nous avons retenu que le gouvernement ne souhaitait pas saisir la Cour de justice. Alors que c'est un élément important du rapport de force et une garantie du respect des procédures européennes. Les 2 assemblées vous ont envoyé pratiquement le même message. Alors pourquoi ne souhaitez-vous pas y répondre positivement et risquer, à côté de la fronde des agriculteurs, une fronde du Parlement? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot. Ou alors fronde du Parlement. Bon, on n'est pas sous la période de la fronde, justement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Jean-François Rapin,
Vous avez entendu tout à l'heure le Premier ministre le dire avec beaucoup de clarté, comme l'avait fait la ministre de l'Agriculture. La France considère que les conditions ne sont en aucun cas réunies pour qu'un vote puisse intervenir sur l'accord du Mercosur. Et si toutefois la Commission devait passer en force, la France voterait non et s'y opposerait avec beaucoup de fermeté. Cela, nous le disons parce que nous sommes convaincus que c'est une question de justice, de considération vis-à-vis du monde agricole qui traverse une crise sans précédent. C'est aussi une question qui touche à notre souveraineté alimentaire. On parle beaucoup de la souveraineté industrielle, les terres rares, la défense, mais la souveraineté alimentaire est une composante essentielle de la souveraineté européenne. Alors c'est vrai, le ministre délégué l'a dit hier, la saisine de la Cour de justice n'est pas l'option que nous avons retenue jusqu'à présent parce qu'elle n'est pas suspensive de la procédure en cours. Et l'opposition que nous avons marquée à la signature éventuelle d'un accord dans les prochains jours, elle se double d'une mobilisation du président de la République, du gouvernement sous l'autorité du Premier ministre, pour obtenir, Mercosur ou pas Mercosur, des concessions de la part de la Commission européenne au service de nos agriculteurs. Certaines de ces concessions ont été obtenues. Nous avons enregistré des succès. C'est le cas notamment de la clause de sauvegarde qui a été adoptée de manière transpartisane au Parlement européen hier et qui nous permettra de protéger les agricultrices et les agriculteurs européens. D'autres avancées sont en train d'être obtenues, même s'il faut qu'elles puissent se concrétiser. C'est le cas des mesures miroirs, des limites maximales de résidus sur lesquels nous attendons que la Commission présente des engagements fermes dans le cadre des réglementations alimentaires. C'est le cas également des contrôles sur lesquels le commissaire que vous avez cité a annoncé des mesures, une augmentation des dispositifs de contrôle dans l'Union européenne et dans les pays tiers. Nous attendons d'en voir le résultat concret. Et puis, il y a des conquêtes que nous irons chercher avec les dents. C'est le cas de la politique agricole commune, dont nous souhaitons qu'elle reste commune et dont nous souhaitons qu'elle reste sanctuarisée dans ses moyens. Et dans ces combats, dans tous ces combats, la France n'est pas seule, puisque vous avez entendu la Hongrie, la Pologne, l'Autriche et même la présidente du Conseil des ministres italien se rallier à la France pour défendre aujourd'hui nos agricultrices et nos agriculteurs. Monsieur le Président Rapin. Oui, Monsieur le Ministre, tout ce que vous m'avez dit, vous le savez, je le sais déjà. Mais me dire que la saisine de la Cour ne serait pas suspensive et ce serait la raison pour laquelle la France ne le fait pas, je pense que c'est une erreur. La saisine de la Cour, c'est une arme offensive, au contraire, pour affirmer que la France est contre. Quant à l'Italie, Monsieur le Ministre, je modère un peu vos propos et je le fais avec respect. La présidente italienne a simplement annoncé que le report pouvait s'imposer actuellement. Elle n'a jamais dit qu'elle se mettrait à l'encontre de cet accord. Donc, quoi, les macronistes se diraient des fake news? Je vous le redis, non. Le Parlement, en quasi-totalité, a demandé la saisine. Saisissez-la, nom d'un chien. Merci. Nom d'un chien. Merci, Monsieur le Très en colère. Mesdames et Messieurs les ministres, nos prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le mercredi 7 janvier 2026. Et je voilà. vais suspendre la séance. Bon, il a un peu spoilé. À 16h40 pour l'examen de la proposition de loi visant à assouplir des contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre. La séance est suspendue. Voilà, c'est donc la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. C'est la fin de ces questions d'actualité au gouvernement pour cette année 2025. Que dire sinon que le Sénat nous a fait un véritable baroud d'honneur. J'ai l'impression que tous les sénateurs se sont réveillés pour venir souffler dans les bronches du gouvernement. Je n'ai jamais vu le Sénat aussi énervé sur l'ensemble d'une séance à proprement parler. Pour ma part, sur cette chaîne, ça va faire 1 an qu'on suit les QAG au Sénat. Moi, personnellement, ça fait plus de 4 ans que je regarde les QAG du côté du Sénat aussi. Je n'ai jamais vu de Sénat aussi énervé que ça. Il y a eu des petits moments de haut de temps en temps que j'ai pu suivre moi de mon côté ou sur cette chaîne aussi, mais qui duraient jamais très longtemps. Là, ça aura braillé du début à la fin de la séance. J'ai l'impression que l'esprit de l'Assemblée nationale s'est invité au Sénat et ma foi, c'est assez particulier. Mais c'est peut-être ce que deviendra le Sénat à l'aune des élections sénatoriales ou du moins au crépuscule de ces élections sénatoriales, donc à la parution des résultats et à la reprise de leurs travaux.
On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, ça va être donc une pause pour ce format des questions qui ne reprendront que dans 3 semaines, le 7 janvier 2025. Et justement, comme ce format va entrer en pause, je vais vous poser la même question que j'ai posée du côté de YouTube, du côté de l'Assemblée nationale, pour vous, chère audience de YouTube qui regardez ce format. Si vous avez des retours à faire sur ce format, qu'est-ce que vous voudriez que j'essaye de mettre en place potentiellement pour que le format vous plaise davantage à l'aune de la reprise des travaux parlementaires? Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, c'est important, moi je lis les commentaires, donc n'hésitez pas à m'en faire, et puis comme ça je pourrais essayer de bricoler, hein, parce que c'est un petit peu ça que je fais à chaque fois, de bricoler pour justement la reprise des travaux. J'ai déjà quelques petits trucs que je mettrai en place, mais si vous avez des suggestions, elles sont bien évidemment bienvenues. Avant de partir, YouTube, et j'ai oublié de le dire, mais c'est important aussi, tu possèdes un super pouvoir, le super pouvoir de mettre en avant mon contenu de façon tout à fait gratuite via l'algorithme de YouTube. Pour cela, il te suffit simplement de liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve en début d'année 2026 pour la reprise des travaux parlementaires tant du côté de l'Assemblée nationale que du Sénat. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde!